Alors maintenant, on passe à notre deuxième entrevue avec Elsa Fortin, donc qui est avec nous en studio. Salut Elsa! Salut Joanie! Je suis encore une fois très, très contente de t'avoir avec nous. Alors, on va faire des courtes présentations de notre invitée, Elsa, qui est titulaire d'une maîtrise en musicologie de l'UDEM. Elle est aussi candidate au doctorat sur mesure en études numériques et en musicologie à l'INRS. Ses recherches s'intéressent aux transformations du milieu musical en lien avec les plateformes de socio-financement par abonnement et plus particulièrement Patreon. Donc, c'est ça que je trouve cool de tes sujets, c'est que tu aurais pu choisir des sujets plates de recherche, mais non, toi, tu as choisi des sujets excitants, cool et modernes. J'aime ça. Et tu es aussi travailleuse culturelle indépendante et journaliste indépendante, notamment pour le PAN M360, qui est un média que je consulte aussi fréquemment, qui est grandement utile pour tous ceux et celles qui s'intéressent à la musique. Pas juste en électronique, mais à la musique. Plus large, ouais. En général. Alors, ta nouvelle étude, attendez, ça va pas être bien long parce qu'on va parler de l'oreille techno. Moi, c'est un sujet qui me fascine. Donc, ta nouvelle étude, Dance Floor, Pre-Drink et After, la construction d'une oreille techno par l'expérience collective et le corps au sein de la scène techno montréalaise. C'est juste plein de choses que j'aime, c'est parfait. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une oreille techno? Oui, bien sûr. En fait, déjà, cet article-là, il faut savoir qu'il est issu de mon mémoire de maîtrise. Donc, le mémoire, il date, je pense qu'il a été publié en 2022. Puis, la temporalité de la publication dans le milieu académique étant ce qu'elle est, l'article qui concerne plus la construction de l'oreille techno vient seulement de sortir. Donc, en fait, quand on parle d'oreille techno, faut déjà... En fait, c'est une sorte d'oreille musicale qui est spécifique à la techno. Donc, quand on parle d'oreille musicale, on peut en parler, par exemple, pour des groupes spécifiques, donc chez les musiciens ou les musiciennes. Puis, on va plutôt définir ça en fait comme étant la capacité à percevoir, analyser et reproduire des éléments musicaux. Donc je pense que la plupart des gens ont déjà entendu l'expression l'oreille absolue. Donc c'est cette fameuse oreille qui permettrait aux personnes d'entendre juste quelques notes puis d'être capable de les rejouer immédiatement sans devoir lire de partition. Donc en fait quand on parle d'oreille musicale, il y a ce côté très compétence technique derrière ça. Et évidemment chez les musiciens et les musiciennes, ça leur sert à faire de l'improvisation, ça leur sert à jouer ensemble, tout simplement, et évidemment à améliorer son propre jeu. Donc ça c'est plutôt chez les musiciens et les musiciennes. Puis moi quand je parle d'oreille techno, là on s'intéresse plutôt en fait à l'oreille d'un groupe spécifique qui sont les amateurs et les amatrices de techno. Bon, encore plus spécifique à Montréal dans l'article. J'aime ça. Moi j'aime ça les trucs nichés Montréal. Et en fait là c'est plutôt quand j'utilise cette expression là, c'est plus pour décrire la façon justement ou la manière dont les amateurs et les amatrices de techno en fait ils vont développer une sensibilité particulière à la techno. Donc... Est-ce que ça pourrait être de dire, dans la grande famille de la techno, moi j'aime ces éléments-là, en particulier d'une techno. Je comprends mieux. Exactement. En fait, il y a comme deux dimensions. Il y a, comme je disais, il y a la compétence technique. Donc c'est l'idée que même sans formation, en fait, en tant que juste amateur, amatrice, écoutante, auditeur, auditrice, il y a plein de façons de l'appeler. Ça va être la capacité à reconnaître un BPM, à reconnaître un sous-genre de techno, en se disant, tiens, ça c'est plutôt de l'acide, ça c'est plutôt à reconnaître aussi certains instruments, donc la TB303, la TR9, la 909, la 808, toutes ces sonorités qui sont particulières qu'on va finir par apprendre à reconnaître. Plus on va écouter de la musique, plus on va sensibiliser son oreille. Et plus on va socialiser aussi, puis qu'on va parler de ces éléments-là. OK. Exactement. Que c'est passionnant, c'est très bien. Et maintenant qu'on a défini ça, on le sait, il y a... Tu sais, des fois, d'une oreille externe, on a parlé des défis de la scène électronique, des mythes qui gravitent autour de la scène électronique. Et pour être impliqué dans la scène, il faut des fois avoir la couenne solide, comme la couenne épaisse. Je transforme les expressions comme ça se devrait pas. Mais il y a des mythes tenaces qui persistent et des fois on dit c'est juste du monde là, qui veulent être high, du monde qui veulent juste triper. On oublie que parfois on est comme là pour la musique. Mot t'as dit, c'est particulier. Mais j'aimerais savoir toi, selon ta recherche, tes études, qu'est-ce que les amateurs de techno, de rave recherchent sur la piste de danse? Ouais, absolument. En fait c'est ça. Il y a, au-delà de la compétence technique, comme je disais tantôt, c'est qu'il y a aussi tout le côté émotionnel
derrière ça. Et du coup, sur la piste de danse, bon, alors moi, je vais juste parler rapidement de l'échantillon quand même, que les gens sachent à peu près de qui je parle quand, ou de qui l'article parle. Donc moi, j'ai distribué un questionnaire en ligne où j'ai eu comme 336 réponses à peu près. Et j'ai fait aussi 15 entrevues semi-dirigées avec des personnes pour justement qui me racontent un peu c'est quoi leurs expériences, puis finalement, comment est-ce qu'ils consomment la techno et c'est quoi leurs habitudes d'écoute. Donc, en partant de cet échantillon-là, en fait, ce qui est vraiment ressorti comme étant très fort, c'est que ce qu'on recherche quand on est sur la piste de danse, c'est d'abord la sécurité et le confort. C'est-à-dire que sans sécurité et sans confort, on peut pas avoir une bonne expérience. Et cette expérience-là, qu'on recherche ensuite, c'est vraiment de se connecter à la musique d'une façon profonde et assez bizarrement, alors que c'est une activité collective parce qu'on est tous en même temps sur le dance floor, tous et toutes en même temps sur le dance floor, en fait c'est quelque chose de très individuel et très personnel. Et c'est ça moi qui m'a vraiment marqué dans ma recherche, c'est que la plupart des gens disaient mais en fait moi quand je suis sur le dance floor j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de socialiser d'une certaine façon, j'ai envie d'être un peu à l'intérieur de moi, j'ai envie d'aller chercher cette connexion forte avec la musique. Et il y en a même qui utilisent des mots quand même assez forts, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire que c'est thérapeutique, il y en a qui vont dire que c'est une forme de méditation, il y en a qui vont dire, donc il y a vraiment un côté, ça permet aux gens de danser, donc parce que c'est des musiques de danse dont on parle, danser sur ces musiques-là, ça va permettre aux gens de s'exprimer, ça va permettre aux gens de communiquer en fait certaines émotions qu'ils ont, il y a une forme de catharsis aussi un petit peu, enfin on peut vraiment aller très loin là-dedans. Il y a une chercheure, je pense, qui était d'ailleurs à l'UDEM, qui s'appelle Marie-Claude Vaudrin, qui elle avait fait un rapprochement entre c'était ça, je pense son mémoire qui faisait un rapprochement entre les raves et les fêtes dionysiaques. Donc je veux dire on peut aller moi j'ai pas compris le mot. Donc les fêtes de Dionysos à l'époque de la Rome antique où il y avait justement cette dimension très cathartique de faire sortir des émotions quand même intenses. Bref, donc on peut, c'est ça, on peut remonter assez loin finalement dans l'histoire pour trouver des célébrations où l'objectif c'est de danser et de s'exprimer. Et à travers tes entretiens semi-dirigés ou dans le questionnaire, est-ce que tu es en mesure aussi de pouvoir nous éclairer sur qu'est-ce qu'on peut découvrir sur nous-mêmes lorsqu'on est dans notre bulle? Alors, j'ai pas tant de détails là-dessus, mais dans les grandes lignes, ce qui a quand même émergé des données que j'ai récoltées auprès de mon échantillon ou des individus qui ont participé, c'est que ça peut effectivement, ce que ça nous permet en fait, ça nous permet de découvrir, je pense, une part de notre personnalité qui sortirait pas dans un autre contexte. Donc toute la question du lâcher prise, la question de se sentir à l'aise avec son corps, la question de se sentir, et même de la construction identitaire, c'est-à-dire que c'est ça, on va choisir comment s'habiller pour aller danser, on va choisir avec qui on y va. Donc tous ces éléments-là participent en fait, c'est ça, à la construction de soi. Et évidemment, il y a tout un jeu après dans la représentation et dans la façon dont on se met en scène aussi par rapport à ça. Mais donc je pense que ce que ça permet en fait, c'est ça, c'est de s'affirmer en fait au fil du temps. Et c'est fascinant parce qu'on développe un peu son persona de nuit, son personnage de nuit. Absolument. Personnellement, quand je mets mes lunettes de rave, je ne suis plus la même personne. Je trouve ça fascinant. Tu mets des mots sur des choses qu'on perçoit, qu'on sent, mais en mettant des mots là-dessus, ça permet d'encore mieux les apprécier. Je trouve ça tellement important et nécessaire et fascinant. Alors, on parle de socialisation aussi dans ton article. On parle des pre-drinks, des after, donc ces moments qu'on va passer avec des amis, des connaissances, avec des gens avant notre soirée principale, je dirais. Ouais. Tu dis que c'est bien plus que l'extension d'une soirée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, déjà je vais juste revenir rapidement sur ce que c'est la socialisation au cas où. Okay. Donc la socialisation en fait c'est vraiment le processus par lequel on va apprendre, et c'est valable tout au long de sa vie, à adopter, partager, intérioriser des règles, des normes, des comportements, des valeurs qui sont propres à des groupes sociaux. Donc on pourrait prendre la métaphore par exemple il y a un groupe qui connaît une chorégraphie, puis toi tu as envie de rentrer dans ce groupe-là, mais pour rentrer dans ce groupe-là, faut connaître la chorégraphie. Du coup ce que tu vas faire, tu vas commencer
commencer par observer les gens, tu vas commencer par poser des questions, tu vas même peut-être commencer par identifier des sources d'informations, tu veux comprendre pourquoi ils dansent de cette façon-là, ce groupe-là, et puis toi aussi tu veux faire partie du groupe. Et au fur et à mesure que tu vas apprendre pourquoi, comment, tu vas commencer à t'entraîner, tu vas finir par connaître la chorégraphie par cœur, et une fois que tu la connaîtras par cœur, tu feras partie du groupe, tu l'auras complètement intégré. Donc cette idée de socialisation, c'est cette idée que on va donc apprendre en fait à savoir comment se comporter pour pouvoir participer de façon vraiment active en fait justement aux activités sociales de ce groupe. Donc là en particulier ce serait les amateurs et les amatrices de techno montréalais, et encore là je veux dire on peut aller dans beaucoup plus de détails en comprenant que il y a des sous-communautés ou je veux dire des communautés encore à l'intérieur de cette grande communauté. Donc pourquoi en fait le pré-drink et l'after c'est important, c'est parce que c'est vraiment des lieux de socialisation comme on l'a dit tantôt. Sur la piste de danse, la musique est forte, on n'est pas forcément en état, on peut aussi avoir pris des drogues, etc. On n'est pas forcément en état de connecter avec les autres. Par contre, les moments avant et après, ce qui ressort des témoignages, c'est que c'est vraiment là en fait que y a des discussions plus profondes, que on noue des amitiés ou pas, mais que tout ça en fait va permettre à la fois à travers l'écoute de la musique encore ensemble au pré ou à l'after, à travers les discussions, les partages d'expériences aussi. Tout ça en fait va permettre de consolider en fait ces liens sociaux, et c'est à ce moment-là qu'on fait vraiment partie d'une communauté. Et ça c'est vraiment ce qui ressort en fait des témoignages. Fascinant. Et qu'est-ce qui est unique de ces moments pre-drink et after selon toi? Alors unique, c'est ça. Est-ce que puis si je peux apporter une nuance, justement, tu sais, unique à Montréal, parce que moi je connais pas trop là, les scènes là, de l'extérieur, mais y a-t-il quelque chose d'unique ici ou non? Alors pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait que je fasse une étude comparative. Écoute, moi j'appuie le projet à 100%, Elsa, si t'as besoin déjà. Des pré-drinks et des afters à travers le monde. Alors bon, par contre, il y a quelques chercheurs quand même et chercheuses qui se sont intéressés à ces sujets-là. Et en fait, il n'y a pas tant... moi je vois pas forcément d'unicité, je vois surtout des liens communs. Donc c'est pareil, par exemple le fait que les espaces, notamment de l'after, soient des espaces importants pour les DJ amateurs et amatrices. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve partout. En fait, c'est-à-dire le fait qu'il y ait encore de la musique dans les prés et les afters, ça c'est partout pareil. Par contre, je pense que ce qui rend Montréal particulier, c'est la temporalité. C'est-à-dire que ici les clubs ferment à 3h, donc la temporalité de l'after est sûrement pas la même que la temporalité de l'after à Berlin, par exemple. Où ça ne s'arrête jamais. Donc, ou en tout cas, ça s'arrête pas du tout aux mêmes heures. Donc, je pense que c'est plutôt là-dessus qu'on va voir une spécificité. Mais après, je pense que c'est sensiblement la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment passer un moment de façon collective, décontractée, informelle, avec des gens avec qui on partage un intérêt commun pour les musiques électroniques. Et voilà. C'est très bien. Et en terminant, quel témoignage ou découverte t'a le plus marqué dans cette étude? En fait, c'est celle qui m'a permis d'écrire cet article. C'est-à-dire que j'ai fait faire des cartes mentales aux personnes aux personnes que j'ai interrogées, parce qu'en fait c'était pendant la pandémie. Au départ je devais les rencontrer en vrai, puis j'aurais aimé qu'ils me dessinent vraiment littéralement c'est quoi leur scène techno-montréalaise, sauf que c'était à distance, donc je l'ai fait avec un outil de tableau blanc en ligne, et il y a quelqu'un en fait qui m'a vraiment il y a une capture d'écran dans l'article qui a vraiment dessiné en fait un cercle avec tout le type de soirée auquel il va, donc avec tous les logos des soirées auxquelles il va, mais il y avait des flèches qui ramenaient toutes vers une petite maison. Et en fait, il a vraiment expliqué que c'est cette maison qui est vraiment centrale à ces pratiques et qui est vraiment l'endroit en fait qui consolide tout ce qui peut vivre ailleurs dans les soirées, etc. Et en fait c'est vraiment cette carte là qui m'a ouvert les yeux sur cette espèce de construction entre le avant, pendant, après, comment tout ça participe à la construction d'une oreille techno, et comment tout ça participe finalement, c'est ça, à cimenter en fait autant les liens sociaux que les pratiques finalement qui peuvent exister au sein de la scène techno-montréalaise. Puis c'est comme ça qu'a émergé l'idée qu'en fait, quand les gens se retrouvent au pré-drink, ils sont là pour préparer leur oreille. Donc, ils vont écouter quelque chose de similaire. Ils vont parfois écouter des sets de l'artiste qu'ils vont aller voir.
parce que tu veux être prêt physique. Enfin, c'est comme si tu voulais enclencher ou préparer physiquement, tu sais, ton corps à réceptionner la musique après. La soirée, ben c'est ça, c'est un peu une mise à l'épreuve finalement de ce que tu te seras préparé à écouter. Et l'after, bah ça permet de consolider, donc vraiment de discuter, d'avoir un retour réflexif finalement sur ce qui s'est passé. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé quand il a joué ça. Des fois, t'as chasamé, tu vas écouter des musiques que t'as chasamé. Enfin bref, donc c'était vraiment cette carte mentale-là qui m'a marquée parce que c'est elle qui a vraiment, c'est ça, fait le lien entre ces trois moments. Fascinant. Alors, merci beaucoup, Elsa Merci Mondou. J'aurais pu en parler encore longtemps, mais on va s'arrêter.